Au Togo, plus un jour ne passe sans que l'opposition et le régime n'occupent, chacun à sa façon, le terrain politique. L'opposition, pour mobiliser la population et appeler à l'intervention, notamment de la CEDEAO, le pouvoir en place pour rassurer de la tenue effective des législatives le 20 décembre prochain et faire campagne afin de proposer son offre politique aux populations. Mais alors que l'ambiance et la liberté devraient prévaloir pour inciter à la paix et à la sérénité dans chaque camp, des échauffourées ont éclaté dans plusieurs villes du pays entre manifestants et forces de l'ordre avec un bilan macabre. Il n'en fallait pas plus pour que la communauté internationale ainsi que Amnesty International fassent preuve de leur préoccupation et demandent par là même des enquêtes indépendantes afin de situer les responsabilités. Mais au-delà de ces derniers, ce sont les confections religieuses qui appellent au report des dites élections. Face à la recrudescence de la violence à travers le pays, l'archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Philippe Fanoko Pozero, demande dans un appel au gouvernement le report du scrutin législatif du 20 décembre. Même son de cloche de la part des églises évangéliques ainsi que du Conseil suprême des imams et prédicateurs du Togo et de l'Union de la jeunesse islamique du Togo. Quel point faire à ce stade des conclusions et recommandations de la CEDEAO ont-elles été violées? Si oui, par quelle partie? Y a-t-il des pistes de solutions pour un dégel définitif des tensions? Que faire pour mettre un terme à cette crise qui prévaut au Togo depuis plus d'un an? Togo tenu, confirmé des législatives pour le 20 décembre, quid de l'appel des religieux et de la représentation diplomatique? C'est le thème de l'émission du jour. À toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Angle de Vue, votre ange qui s'intéresse au décryptage de l'actualité sur le continent africain. Place au débat, ce sera juste après la virgule. Et sur ce plateau avec nous, Aimé Tchefa, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, expert en stratégie de développement. Un plaisir de vous avoir face à vous aujourd'hui. Dieudonné Lukossou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes panafricaniste, ancien secrétaire général de la CSA Bénin, grand militant des droits de l'homme. Dieudonné Lukossou, merci d'être avec nous sur ce plateau. Un plaisir de vous avoir. C'est à moi de vous remercier. Voilà. Vous avez suivi, messieurs, sans doute avec grand intérêt, la situation politique qui prévaut au Togo. Dieudonné Lukossou, qu'est-ce qui fonde, selon vous, ces manifestations qui durent depuis exactement 1 an, 3 mois? Bon, je crois que le Togo constitue dans l'espace UEMOA et de la CEDEAO un danger permanent. Comment donc? Parce que ce n'est pas... le problème ne date pas d'1 an. Ça date de plus de 50 ans. Et depuis que le vieux Eyadema Gnassingbé a pris les rênes du pouvoir en 1967, c'est cette même famille qui régente le Togo. Ce n'est pas une dynastie. Alors donc, on ne peut pas dire que c'est seulement 1 an. Les gens, ils ont fait preuve de patience. Et comme je l'ai dit, dans l'espace CEDEAO, il y a eu quand même, il y a des conventions où l'alternance devient une obligation. Mais c'est un peu comme la Gambie et le Togo, c'est les 2 pays qui étaient réticents à l'alternance. Alors donc, si aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des remous sur le plan social, sur le plan politique, je crois que la responsabilité est entièrement à imputer à un gouvernement qui use de ruse et qui use de subterfuge et fait tout ce qui est en son pouvoir, met en place tout ce qui est en son pouvoir pour s'accrocher. Alors, lorsque la crise a éclaté il y a 1 an, et que avec le PNP, les gens, les autres qui étaient en sommeil, se sont réveillés, il y a 14 politiques regroupés en C14, qui à un moment donné sont entrés dans un mouvement de protestation. Et il y a eu des cadavres. Et ce qui se passe maintenant avec la relance des
du processus électoral, il y a déjà eu 4 cadavres. Et on ne peut pas quand même faire la démocratie sur des cadavres. Donc, à un moment donné, c'est le gouvernement même qui a demandé la médiation de la CEDEAO. Et la CEDEAO a élaboré un cahier de charges ou une feuille de route. Oui. Mais est-ce que cette feuille de route-là est respectée dans sa lettre et dans son esprit? Je crois que non. Voilà, nous allons en parler. C'est un problème. Mais Tchefa, la crise perdure donc à ce jour, malgré de nombreuses médiations sous la conduite de la CEDEAO. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui la mise en œuvre des conclusions de cette organisation, selon vous? Merci. Avant de parler du Togo, je fais toujours un préalable important. Je ne suis pas un homme d'affaires. Je n'ai jamais vu le président Nyanzingbe de mes yeux. Je suis universitaire. J'opine en toute indépendance, en toute autonomie. Rien ne me gouverne, rien ne m'influence. Et nos voisins les plus proches à tout point de vue, ne peuvent être dans une situation difficile et je m'en réjouirai ou profiter de cela pour faire des affaires. Non, je suis universitaire, je n'ai pas d'affaires à faire. Je suis un être humain libre et indépendant. En fait, disons que la situation du Togo est complexe. Complexe à 2 points de vue. J'adhère pour une grande partie de l'analyse de M. Lokossou. Bon, il y a quelques points sur lesquels je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas l'entière responsabilité du régime. Ça, c'est un autre problème. Mais il faut que l'opposition aussi prenne ses responsabilités. Parce que vous savez, animer l'opposition, c'est une affaire de stratégie. Et je dis partout, lorsque vous refusez d'aller aux élections et que vous êtes de l'opposition, ceux qui sont au pouvoir organiseront les élections contre vous. Mais c'est vrai aussi que pour les élections du 20 décembre, à mon avis, c'est un peu trop précipité. Il y a beaucoup de préalables à régler. Il y a beaucoup de points qu'il faut mettre sur table, en parler honnêtement, en toute sincérité, pour une république qui se veut démocratique, moderne, au sein de laquelle les droits de la personne humaine doivent prévaloir plus que tout. Mais tant que l'opposition continuera par refuser de concéder telle ou telle chose, et que d'ailleurs, ce n'est pas en définitive elle qui aurait tellement de concessions à faire, puisque ce n'est pas elle qui a le pouvoir. Alors, si l'opposition continue, pas exiger au-delà de ce qui est exigeable, elle donnerait visiblement toutes les bonnes raisons du monde au pouvoir de foncer. Parce que la démocratie, c'est aussi des calendriers. La démocratie, c'est aussi des mandats. On sait quand on les commence et quand on les finit. Et que si on veut suspendre un mandat, mais c'est aussi un certain nombre de processus juridico-formels qu'il faudra pouvoir faire aussi. Le pays fonctionne suivant des tests, suivant des lois. Je ne parle pas de ce que ces lois-là proviennent des aspirations profondes du peuple. Ça, c'est un autre débat. Toute loi, lorsqu'elle est votée, elle reste une loi. Qu'elle soit mauvaise, bonne, dure ou facile, il faut l'appliquer. C'est pour ça que le lobbying est très important préalablement au vote d'une loi pour que tous les points de vue soient pris en compte. Je dis au passage que j'ai toujours été contre toute forme de constitution qui saute de son sein tout ce qui peut garantir l'alternance et faire donc le lit à telle ou telle personne ad vita aeternam. Je suis contre ça. Mais que les responsabilités soient situées, que les acteurs de part et d'autre, même le peuple togolais, vous ne pensez pas qu'il est responsable de ce qui arrive? Comment les Burkinabés ont fait? Comment les Malgaches ont fait? Et on connaît encore l'histoire d'autres peuples. Comment les Béninois ont fait en 1990, puis après par la conférence nationale. Donc, ce sont des éléments qui peuvent être versés à tout ce que nous aurons à dire ici, pour que ce ne soit pas le procès de quelqu'un qui est fait parce qu'il est le fils de telle ou telle autre personne dans un processus démocratique. Nos gènes, nos filiations, nos liens de parenté n'ont aucune valeur. Vous soumettez au peuple un projet de société et s'il prospère,
c'est vous qui conduisez la destinée, bien entendu, du peuple, bien entendu avec une équipe, pour un mandat dont vous êtes locataire, et il faut que ce mandat-là, bien entendu, soit limité. Voilà. C'est mon point de vue. Dieudonné Lokossou, je vous repose la question, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui la mise en œuvre des conclusions de la CEDEAO qui a quand même conduit, on va dire, les discussions durant plusieurs semaines, plusieurs mois? Moi, je pense que les amis de l'opposition ne sont pas dupes. Mais il y a les tests. D'accord? Mais faudrait-il, même si vous gouvernez, on doit faire en sorte que les tests soient consensuels. Mais quand je prends l'exemple de la longue présidence, il n'y a pas que... moi, je ne suis pas contre le fils ou le père, mais on a l'impression comme ce sont ces deux-là qui sont des Togolais. Les autres ne sont-ils pas des Togolais? Est-ce que toutes les élections qui ont été faites depuis lors, c'est toujours la même famille qui gagne et pas des fraudes? Si vous avez des amis là-bas, vous leur demandez comment ça se passe. Non, il ne faut pas aller pour aller. Ils ont déjà fait beaucoup d'expérience. On a parlé de réformes institutionnelles. Ça doit précéder même les élections. Mais on a choisi le gouvernement a choisi ce qui lui plaît. Il y a un expert qu'on a fait venir du Sénégal qui a rédigé un avant-projet d'une charte. Et la question de est-ce que celui qui est là aujourd'hui, est-ce qu'il doit encore se représenter? Et dans son écrit, il a mis en aucun cas, nul ne peut faire 2 mandats. Mais quand la CEDEAO a envoyé le test, le gouvernement a envoyé un test parallèle. Et on a sauté cette partie-là. Or, le monsieur là, il est déjà à son 3e mandat. Donc, on dit que la loi n'est pas rétroactive. Donc, ils sont sûrs qu'ils vont encore gagner les élections. Mais depuis que l'opposition participe à ces élections-là, malgré les lois taillées sur mesure, elle n'a jamais été majoritaire. L'Assemblée actuelle est majoritaire. Donc, mais quand vous voulez aller à une élection, il faut être sûr. Si déjà, par avance, ceux qui sont les tenants du pouvoir savent qu'ils vont gagner, mais à quoi ça sert d'aller faire du folklore? Pour la première fois, ils ont boycotté. Et je crois que la CEDEAO a du pain sur la planche. Moi, les tests sont les tests. Mais au Burkina, ce n'est pas qu'il n'y a pas de tests. Ailleurs, on aurait pu dire ils ont fait de l'informel. Mais quand les tests de la République doivent aller contre une partie du peuple, mais on laisse ça de côté et on choisit la voie qui n'est pas la voie juridique. Je prends le cas, je suis parfaitement d'accord qu'il ait cité le cas de Madagascar et le cas du Burkina. Est-ce que c'est ça qui est la démocratie? Quelqu'un qui est élu démocratiquement, qui ne respecte pas les grands principes de la démocratie et qui se fait chasser par la rue, et la rue devient là. Mais lorsque tous les contours, tous les pouvoirs sont concentrés dans une main, on ne donne pas la possibilité à l'opposition de respirer, on ne peut qu'assister à ce qu'on a assisté au Burkina. Prenez les derniers exemples, c'est les gilets jaunes en France. On a mis de côté les syndicats, les partis politiques, et c'est de l'informel aussi. C'est des gens, spontanément, qui ont pris les rues et ont commencé par exiger, par casser. Macron, qui était un grand réformiste, qui, visiblement, quand je l'écoutais, je n'ai jamais pensé qu'il pouvait faire marche arrière. Donc, mais il y a eu des casses, il y a eu beaucoup de dégâts. Mais vous voulez que, pour les intérêts politiques, les intérêts particuliers d'un individu, on arrive à tirer sur des gens? Mais les gens qui marchent à Lomé,
pour dire nous sommes contre la manière dont les élections doivent se faire, mais ils sont à main nue. Et quand un général se lève et tire sur des gens, moi je suis tous les jours sur les réseaux, je lis beaucoup de choses sur le Togo. Et moi j'ai un ami qui malheureusement paie à son âme, et je profite d'ici pour envoyer mes choses là à la famille, ceux qui ont subi cette sauvagerie. Donc, la démocratie en Afrique, d'une manière générale, ça pose un problème. Il ne faut pas aller pour aller. Donc, moi, je ne trouve pas que les conditions essentielles minimum soient réunies pour exiger, pour dire, bon, pourquoi on a fait la chaise vide? D'accord. Mais à la conférence nationale, mes amis du PCB ont fait la chaise vide. Mais c'est grâce à eux que nous avons, la démocratie a pu respirer. Donc, à un moment donné, il faut consentir des sacrifices pour qu'on rétablisse les équilibres sur le plan de la démocratie. Voilà, sinon, on est dans la tricherie. Voilà, il y a eu des violences donc, qui ont émaillé ces derniers jours, notamment la communauté internationale a réagi, notamment Amnesty International aussi, se disent préoccupés, demandent des enquêtes indépendantes. Est-ce que c'est là une forme de pression sur le régime de Lomé, et si oui, quelle doit être la réaction du président Faure Gnassingbé? C'est une forme de pression. Ça, c'est de la pression diplomatique, pas l'entremise des organismes internationaux. Donc, c'est une forme de pression qui a toute son importance et toute sa valeur. Il faut toujours attirer l'attention des dirigeants sur tel ou tel détail. Eux, à leur niveau, ils vous diront que la jouissance d'un certain nombre de droits, notamment les droits liés à l'expression, la jouissance d'un certain nombre de libertés, notamment la liberté de pouvoir marcher, que tout cela est garanti par la loi. Et que c'est l'État qui a le devoir et l'obligation de protéger les manifestants, de protéger l'intégrité du pays. C'est ce que les dirigeants vous diront. Ce que disait M. Lokossou n'est que ce que j'ai dit. 1. Le pouvoir est au peuple. Le peuple est l'unique détenteur du pouvoir. Si le peuple togolais veut obtenir un résultat aujourd'hui, il l'obtient. Ce ne sont pas les opposants qui votent, c'est le peuple qui vote. Et aussi, on ne peut pas aller à une élection lorsqu'on pense que maintenant on va gagner. Non. On ne peut pas gagner un vote ou une élection sans qu'elle n'ait lieu. C'est seulement lorsque l'élection a lieu, au décompte, on verra qui a gagné. Donc la politique de la chaise vide n'est pas la meilleure stratégie. Je vous l'ai dit, j'ai dit deux choses. Les choses sont pipées d'avance. Non, j'arrive, M. Lokossou. J'ai dit deux choses que je voudrais reprendre parce que c'est important. Partout où vous refusez d'aller aux élections, c'est une façon même de donner votre consentement tacite à celui qui est là de continuer. Vous avez plein d'exemples dont nous avons parlé ici. La Côte d'Ivoire, quand le FPI a refusé d'aller aux élections, vous avez vu, ça a permis à Ouattara d'avoir un lit bien fait, de faire sa constitution et d'imposer sa volonté à lui, au peuple ivoirien. Vous avez vu. Alors qu'il suffisait d'être là pour avoir quelque chose. N'oubliez jamais, une petite minorité bloque une grande majorité. Vous avez vu l'exemple au Bénin ici. N'eût été la minorité de blocage, la constitution serait déjà révisée. Mais imaginez que l'opposition dit rien ne m'intéresse et n'y va pas. Et que l'Assemblée est donc monocolore. Qu'est-ce qui allait se passer? C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. J'ai dit que lorsque vous n'allez pas aux élections, soyez sûr que tout se fera contre vous. Et c'est parti pour un mandat de 5 ans. Vous aurez à rester tranquille pendant 5 ans au moment où les autres prennent de l'avance. J'ai dit ça. J'ai dit que au jour d'aujourd'hui, à mon avis, tout n'est pas prêt pour aller aux élections. Il y a beaucoup de préalables à régler.
Et pour régler ces préalables, ça dit, comprenez qu'au Togo, la stratégie du pouvoir, c'est de garder le pouvoir. La stratégie du régime, c'est de ne pas céder le pouvoir. Ça se comprend. La stratégie de l'opposition, c'est de ne aller à aucune élection. Parce qu'elle pense qu'elle ne peut pas gagner. Non, mais c'est ça, on en a parlé ici avec des Togolais. Et que par conséquent, ce qu'il faut faire, il faut s'asseoir et discuter pour que Faure quitte le pouvoir. C'est un rêve. C'est pas réaliste. Lui, il est au pouvoir. Et vous pensez que suite à une conversation ou à des pourparlers ou à une table ronde, il va quitter le pouvoir? Un chef d'État comme celui-là, avec son âge, c'est pas évident. Alors, à mon avis, l'opposition doit corser sa stratégie, concéder ce qu'elle peut concéder, ratisser l'âge. Regardez, aujourd'hui, de plus en plus des gens se lèvent pour parler du Togo. Vous avez cité les sensibilités qui aujourd'hui se lèvent. Vous avez jamais eu au Togo une implication aussi dense des musulmans? Par le passé, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, il y en a. La jeunesse de plus en plus se mobilise. Alors, il faut ratisser l'âge, réunir les gens, faire certains lobbying à l'international pour que les organismes internationaux aussi apportent leur caution à la démocratie, puisque ces organismes ne sont pas togolais. Il y a le droit de non-ingérence aussi. Alors, si l'opposition ne corse pas sa stratégie, sur ces aspects que je viens de communiquer, et que la seule stratégie dont elle dispose, c'est de ne pas aller aux élections, toutes les élections s'organiseront sans eux. Et toutes les élections, donc, se gagneront sans eux. Et ils auront encore à tenir leur mal en patience pendant 5 ans. Voilà. Ce que je ne souhaiterais pas. Je souhaiterais qu'elle s'organise, qu'elle arrête une stratégie en connaissant les réalités du terrain. Et à mon avis, ça peut prospérer. Voilà. Non, monsieur le journaliste, oui, je voudrais un peu réagir. Ouais. Allez-y. Alors, moi, je crois que l'Afrique n'a pas inventé la démocratie. Pas du tout. Alors, mais pourquoi les gens ne refusent pas d'aller aux élections en France, aux États-Unis, dans les pays d'Europe? Pourquoi c'est en Afrique qu'il y a toujours des problèmes? Mais on ne peut pas dire que le type, il est jeune, il va garder le pouvoir. Mais s'il est mal élu, c'est antidémocratique. Si aujourd'hui les voix ont commencé par se lever, mais c'est pas parce que l'opposition, à ma connaissance, cette fois-ci, a décidé de boycotter, de ne pas aller, parce qu'ils savent que les jeux sont pipés d'avance. Alors, qu'est-ce qu'ils iront... Je ne vous arrête pas. Qu'est-ce qu'ils iront faire? La CENI est mal conçue. La Cour constitutionnelle, elle est monocolore. Mais les gens iront faire... Alors, il faut faire quoi? Bon, il faut faire quoi? Mais il faut que les conditions soient réunies pour faire une élection crédible, une élection démocratique. Mais les préalables dont vous avez parlé, pourquoi le gouvernement ne veut pas se soumettre à ces préalables? Corriger. Parce que l'exemple que vous donnez, la Côte d'Ivoire, tout ça, mais c'est des démocraties de pacotille pour moi. L'Africain n'aime pas la démocratie. On parle de la démocratie parce que c'est la mode, c'est devenu... Bon, doit-on revoir le mode de gouvernance en Afrique selon vous? Absolument. Absolument. Parce que si on doit organiser les élections de façon frauduleuse, ça doit déboucher sur des crises qu'on ne pourra pas maîtriser. Ce n'est pas... il faut pas... C'est ce que j'ai dit tout à l'heure pour dire que ce n'est pas les tests qui manquaient au Burkina. Et c'est le peuple... Mais ceux qui sont venus, là, c'est après la réaction, la vive réaction du peuple. Et Blaise Compaoré, qui a été élu démocratiquement, a été obligé de prendre le large. Donc, est-ce qu'il faut souhaiter cette démocratie-là? Donc, il faut revoir. Ceux qui sont au pouvoir, on sait que c'est un pouvoir temporel. Mais il ne faut pas tricher. Est-ce qu'on conçoit qu'un papa soit resté là pendant plus de 40 ans et le fils, mais quel est ce miracle-là? Par quelle alchimie, c'est toujours eux qui gagnent. Mais l'opposition, il y a 5 ans, était allée aux élections législatives. Mais c'est le parti au pouvoir qui a la majorité. Est-ce qu'il faut toujours aller
pour être minoritaire, quand est-ce que les autres vont alors jouir de l'alternance? L'alternance, ça ne doit pas être l'alternance au sein d'un même parti. Donc, moi, ce que je dis, l'Afrique, on est en train de faire du folklore du point de vue démocratique. Donc, voilà, il y a le ministre de la fonction publique, Bahara Gilbert, qui a annoncé, donc confirmé que les élections auront lieu le 20 décembre. Il a annoncé aussi le déploiement d'une mission d'observation de la CEDEAO de l'Union africaine notamment. Et pour lui, tout va bien. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est quand même pas un risque de faire cette communication-là quand on voit que visiblement, plus d'un an après, l'opposition continue de mobiliser et de ratisser large, de faire sortir des milliers de Togolais chaque fois que cette opposition appelle? Ce n'est que ça que je disais depuis le début. Faire organiser une élection maintenant au Togo, c'est un saut dans l'inconnu. J'ai dit, à mon avis, ils ne sont pas encore prêts. Il y a plein de préalables à régler. Ces préalables à régler, entendons-nous, je le dis, je me reprends encore une troisième fois, si l'opposition reste fermée. Parce que je dis, en principe, qui doit faire de concessions? C'est celui qui concède, c'est le pouvoir maintenant qui doit concéder. N'est-ce pas? Si l'opposition doit amener le pouvoir à faire des concessions, c'est en exigeant jusqu'à un seuil donné ce qui est exigible. Et on sait ce qui est exigible. En fait, à mon avis, je l'ai souvent dit, l'opposition avait réussi à faire un coup terrible. Mettre dans la Constitution, désormais, la limitation du mandat de chef de l'État à 5 ans. Un scrutin à 2 tours. Et non ce à quoi nous sommes habitués à la gabonaise ou à la camerounaise. Ici, en milieu francophone, tel que nous l'avons appris de la France, si nécessaire, il y aura un second tour. Là, c'est que personne des candidats en lice n'a réussi à obtenir 51% des voix. Et ça oblige à partager le pouvoir. Donc, ils ont réussi à avoir ça dans la Constitution. Ils ont réussi à limiter le nombre du mandat du chef de l'État. Bien entendu, ça a duré ces 5 ans. C'est fini. C'est fini. Il ne reste plus à dire, bon, maintenant, tel ne doit pas être candidat. Non. La loi est générale et impersonnelle. Et elle ne prend effet qu'à partir du moment où elle est votée et promulguée. Dès lors qu'il en est ainsi, et que l'opposition a réussi à limiter le nombre de mandats, d'accord, à obtenir un scrutin à 2 tours, ce qui reste, c'est de bien faire l'éligibilité, et tous ceux qui remplissent la condition et qui ont un projet de société à déposer, déposent, et le peuple aura à se prononcer. C'est tout. Voilà, les réformes constitutionnelles pour permettre donc la limitation des mandats présidentiels, c'était la raison qui fonde même, je dirais, les manifestations à l'appel donc du PNP, puis du club des 14 partis de l'opposition. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui cette réforme, alors même que le régime du président Faure a visiblement adopté aussi ou est d'accord avec le principe de la limitation de mandat de Denis Lokosso? Non, mais le président prêche pour sa paroisse. Moi, je dis, et je continue, on n'est pas... Le Cameroun n'est pas un exemple. Depuis 1960, on n'a connu que deux présidents. Mais ici, même si nous avons des choses à dire sur notre démocratie, il y a quand même des avancées. Il y a une alternance régulière. Oui, absolument. Donc, moi, je crois que les gens ont été... Mais il faut voir les conditions dans lesquelles monsieur Faure est arrivé au pouvoir en 2005. Mais il y a plus de 500 Togolais qui ont été zigouillés. Et il était ministre des Travaux publics. Et c'est un Natiaba qui était président de l'Assemblée qui devait prendre le pouvoir. Mais on l'a empêché. Il est venu ici et rapidement, le ministre est devenu député et président de l'Assemblée. Bon, tout ça, c'est du colmatage. Tout ça,
ce n'est pas fait avec une transparence. Et malgré le sang qui a coulé abondamment, mais le pouvoir, est-ce que c'est la fin? C'est une fin en soi? Mais on n'a pas pitié du peuple. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que l'on cache. Même son propre frère est en prison. Alors, et celui-là, vous voulez que l'opposition discute quoi avec lui? C'est pour cela que je dis, l'Afrique n'a pas le monopole de la démocratie, on n'a pas inventé. Pourquoi en France, ici, pour proclamer même les résultats, c'est à 5 h du matin, à coup de passotomé, on boit et on dit, bon, c'est ça, et puis tout le monde. Mais c'est que ici, on est pacifique. En France, même les Le Pen, les opposants, tous, ils se mettent dans les rangs. Mais en Afrique, aucune élection n'est claire. Si vous pensez, vous êtes sociologue, il faut... Moi, je me détache d'un certain nombre de sentiments. Parce que moi, j'ai eu des gens qui ont... un ami qui a fait l'exil ici, M. Bonnet, qui a écrit le premier livre, là, le Togo du sergent en général. M. Bonnet, quand il est mort, je suis allé à son enterrement, paix à son âme, avec le camarade Azoua. Donc, et le gouvernement même fait semblant, c'est pas en convoquant les diplomates, en faisant accompagner la CEDEAO pour suivre les choses là, que il faut vivre, il faut aller là-bas, il faut avoir des amis, il faut vivre les réalités du terrain. Les gens ne veulent pas de la démocratie. C'est l'envers de la démocratie. Donc, ce n'est pas tous les élus à travers les urnes qui sont des élus propres. Il y a des gens qui sont mal élus, il y a des gens mal propres. Et celui-là, si on voit les conditions dans lesquelles il est venu au pouvoir, on a plein d'exilés togolais. Bon, donc, moi je pense qu'ils doivent ramener la balle à terre. Je suis d'accord avec mon ami que ce n'est pas seulement le gouvernement qui doit faire des concessions. Les autres aussi doivent savoir là où on doit s'arrêter. Parce que ils veulent le pouvoir, mais moi, c'est vrai, la longévité. Est-ce que il faut mourir au pouvoir? Est-ce qu'il faut mourir au pouvoir comme l'autre? Non. À un moment donné, il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Parce que Blaise Compaoré, qui est un militaire, il a pris la fuite. Hein. Sinon, les gens allaient le déchirer. Donc, ne souhaitons pas ça dans le processus démocratique de nos pays africains. Si nous voulons copions bien. Ne soyons pas de mauvais imitateurs. Voilà. Non, je voudrais dire un mot rapidement. Bon, il y a des pays en Afrique où de très belles choses se passent. Les élections au Ghana, c'est toujours bien. Les élections au Bénin, c'est toujours bien. Puisqu'on réussit toujours à obtenir l'alternance. Qui est bien ou mal élu, c'est le Conseil constitutionnel qui le dit. Ce ne sont pas les êtres humains qui le disent. Des institutions ont été mises en place pour jouer ce rôle. Animés par des êtres humains. Qui peuvent être partisans. Je voudrais rappeler à M. Lokossou que le second mandat de Bush, fils, aux États-Unis, a été longtemps un mandat à polémique de comment il a gagné les élections. Vous vous souvenez? Oui. Les grands États-Unis. Les grands États-Unis. Oui. Après combien de siècles de démocratie? Non, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de modèle tout fait, nickel, où tout est blanc comme neige. L'élection du président Donald Trump est contestée. Mais je m'en vais le lui rappeler que l'élection du président Sarkozy aussi avait été contestée par une bonne partie d'analystes qui étaient venus faire des démonstrations. Je ne vais pas faire de coup de philosophie. Et Jean-Jacques Rousseau même disait « Un gouvernement aussi parfait ne saurait appartenir à des hommes, mais plutôt à des dieux. » Il a tout dit. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas dieux. Pensez-vous réellement que dans un pays démocratique, lorsque les projets de société sont déposés et que les votes sont sollicités, pensez-vous vraiment que les gens lisent les projets de société?
pour pouvoir désigner leurs dirigeants. Combien ne voient pas tel est originaire de mon village? Je dois telle chose à telle personne. Et puis, bon, donc, laissez tout ça. Laissons les projets de société parce que non, voilà, ailleurs, c'est pour une élite. Non, ici, ailleurs, il ne s'agit que de ça. On ne traduit même pas. Le projet de société, mais... Non, vous savez, ici... Mais ce n'est pas les 10% d'intellectuels... Non, j'arrive. Ici, tout le monde ne lit pas. Qui lisent. Mais il y en a qui lisent, qui rendent compte, et le peuple sait qui veut lui faire quoi. Le peuple en est conscient. Mais... Parce que ce que vous devez faire, c'est dans le projet de société que vous le dites. Et les gens savent ce que vous voulez faire et ce que vous ne voulez pas faire. Donc, la lecture n'est pas forcément une lecture littéraire ou intellectuelle. Ça peut aussi être une lecture à l'aune de l'esprit de sagesse de nos parents qui savent lire. Donc, je m'en vais finir sur cette note-là pour dire que tous les pays du monde sont en réelle construction, en réel entretien par rapport à la démocratie. Il n'y a pas de démocratie qui soit modèle propre à telle enseigne. Mais la Russie est un pays occidental, non? La Russie ne fait pas partie des pays occidentaux. C'est un pays de l'Est. Oui, d'accord, que ce soit de l'Est, du centre, de l'Ouest. C'est une dictature reconvertie. Oui, mais ils ne sont pas encore venus chercher. Oui, mais ils ne sont pas encore venus chercher du soutien ici. La Russie comme exemple. Vous étiez ramené des choses, vous étiez en train de ramener des choses par rapport à la couleur de la peau et par rapport à la partie où l'on se situe sur la planète. Oui, c'est ça. Ok. C'est pas un pays occidental. Et le Ghana est un pays occidental. Mais le Ghana, ce qui se passe au Ghana. Et le Bénin. Mais il y a eu. Oui, mais le Bénin. On a zigouillé des gens. Bon, d'accord. Donc, c'est comme ça aussi en France, ils avaient 1789, la prise de la Bastille. Oui. Bon, d'accord. Donc, ça ne vient pas du jour au lendemain. Partout, on a tué. Ça se construit. Oui, ça ne se construit pas. En tout cas, ça se construit. Au même rythme. OK. Parce que ce que... Les exemples que... Non, je vais finir. Les exemples que vous avez cités, la Russie, ça c'est encore trop exagéré. Et Sarkozy, machin. Mais il n'y a pas eu beaucoup... Combien de personnes ont marché contre? Combien ont protesté? Pourquoi ils n'ont pas fait comme on a fait pour Blaise Compaoré? Vous voulez que les projets de société, ce n'est que des miroirs, des machins. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez me dire que c'est le projet de société pour lequel on a voté pour le président Talon, que ça marche bien? Ah, il avait dit qu'il ferait des réformes. Oh, ouais, bon. Non, il l'avait dit. Les réformes. Il l'avait dit. Mais les réformes, ça profite à qui? Ah, ça, je ne sais pas. Ah bon, mais... Moi, je ne sais pas. Oui. Mais il avait dit qu'il ferait des réformes. Des réformes, oui, d'accord. Il avait dit. Oui, et c'est ça qu'on est en train de subir. C'est pour cela qu'il y a des régressions au niveau du plan social, au niveau des travailleurs. Et quand on fait une réforme sur le plan social, les réformes... Vous êtes un syndicaliste. Le machin social, je sais que ce n'est pas statique, c'est évolutif. Mais quand on veut faire des réformes sur le plan social, on doit tenir compte du niveau où on est arrivé. On ne doit pas faire de la régression. Lorsqu'on me dit qu'il faut licencier des gens, quand ils ont fait une faute, on peut licencier avec 2 mois de salaire, à 9 mois de machin. Mais ça là, c'est au profit de qui? Non, nulle part, on n'a plus du travail pour 30 ans. C'est fini, ça. Dans un pays sérieux, on n'a pas du travail pour 30 ans. Donc vous, professeur d'université, on peut vous licencier maintenant, vous payez 2 mois. On donne du travail aux gens et quand ils savent qu'ils l'ont pour 30 ans, ils ne viennent plus au boulot, ils se reposent, ils flânent et on va bâtir un pays comme ça. C'est pour cela qu'il faut... Non, mais une unité de production qui a besoin de 10 personnes pour fonctionner, on recrute les tantes, les cousines, les neveux. Messieurs, nous allons revenir au Togo. On doit dire ça. Comment vous êtes arrivé là-bas aussi? C'est sur concours. Dieudonné Lokossou, répondez à ma question. Il y a l'archevêque... Messieurs, merci. L'archevêque émérite de Lomé, ancien président de la conférence nationale souveraine, Monseigneur Philippe Fanoko Pozero, a demandé donc dans un appel au gouvernement le report du scrutin. Il a été suivi ou précédé des églises évangéliques et aussi des responsables musulmans. L'ensemble donc des confessions religieuses du Togo demandent officiellement un report. Pourquoi a-t-on l'impression que le gouvernement n'entend pas cet appel-là, n'écoute pas cette voix-là, qui est quand même une voix de réconciliation, une voix neutre, une voix qui est censée fédérer, on va dire ça comme ça. On est dans un système dictatorial séculaire. Monseigneur Odjoro
a été président de la conférence nationale et président de AICR. Mais il a fui. Il est venu séjourner ici. Donc, lui, il est en train de prêcher dans le désert. Il connaît bien le système. Donc, mais si les gens sont sourds, s'il y a une surdité forte, mais ça veut dire que la démocratie pour les gens, il faut mettre ça de côté. C'est une démocratie à part. C'est une démocratie qui est en train d'être construite sans le peuple. Voilà. Parce que s'il y a toutes ces voix qui s'élèvent, ça veut dire que ça ne va pas. Et lorsque vous êtes dirigeant et toutes ces composantes de la société vous interpellent, vous devez aussi interroger votre conscience intérieure. Malheureusement, on ne voit pas ça. Mais Tchefa, je vous pose la même question. Mobilisation, donc on va dire unanime des confessions religieuses pour demander le report. Pourquoi le régime du président ne réagit pas? Non, moi je voudrais sincèrement prier le président Gnassingbé de discuter avec son peuple, de l'écouter, de ne pas se précipiter, de prendre du temps. Pour construire, on a besoin du temps, mais pour détruire, c'est en un temps record. Alors, je lui suggère humblement de prendre du temps, d'écouter son peuple et de faire la volonté de son peuple.